Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. La société civile africaine occupe une place croissante dans les débats qui façonnent le continent. Des enjeux environnementaux à la démocratie en passant par la gouvernance électorale et les nouveaux partenariats économiques, plusieurs initiatives témoignent de cette volonté d'agir et de peser sur les transformations de l'Afrique. Nous irons également à la rencontre de Louis Cheikh Sissoko, président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Des forêts du bassin du Congo aux terres arides du Sahel, l'Afrique fait face à une crise environnementale sans précédent. Désertification, déforestation, pénurie d'eau, pollution et explosion des déchets fragilisent les écosystèmes et menacent les moyens de subsistance de millions de personnes. Face à cette urgence, la société civile africaine se mobilise et multiplie les initiatives sur le terrain. Plus de détails avec Philomène Tine. Face à une crise environnementale qui menace ses écosystèmes, sa sécurité alimentaire et la santé des populations, l'Afrique fait face à des défis majeurs: désertification, déforestation, raréfaction de l'eau douce, déchets et pollution urbaine. En première ligne, la société civile africaine s'impose comme une force d'alerte et d'action. Associations, ONG, mouvements citoyens et communautés locales observent, analysent, portent le plaidoyer et multiplient les initiatives pour protéger le vivant et promouvoir une transition écologique plus équitable. Nous sommes les sonneurs d'alerte, c'est-à-dire que c'est nous qui devons faire du bruit pour dire au gouvernement, pour dire aux décideurs que dans X ou Y zone, voilà la situation environnementale qui se dégrade. Et à côté de cela, nous pouvons aussi sensibiliser les populations à avoir des gestes, je dirais, très rapides, c'est-à-dire comment se mettre en endroit de sécurité face à une grande pluie et comment être un peu plus averti face aux impacts du changement climatique. Cette mobilisation repose sur une approche collective impliquant l'ensemble des acteurs de la société, les communautés locales autochtones, les femmes, le secteur privé et les partenaires techniques ont un rôle à jouer. Dans le bassin du Congo, considéré comme l'un des plus grands réservoirs de biodiversité au monde, cette coopération apparaît essentielle pour préserver les forêts et renforcer la résilience des populations. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte. La société civile a un rôle à jouer. Les communautés locales autochtones, elles ont un rôle à jouer. Les femmes, elles ont un rôle à jouer. Le secteur privé, les partenaires techniques. Au niveau institutionnel, les autorités environnementales reconnaissent également l'importance stratégique de ces acteurs de terrain. Grâce à leurs actions de sensibilisation et de renforcement de capacités, ces structures sont encouragées à intégrer davantage les évaluations environnementales dans leurs pratiques et à devenir des relais auprès de leurs partenaires pour favoriser des projets et des programmes plus durables. ONG et OSC, vous êtes des acteurs clés de cette démarche. Votre engagement et votre collaboration sont indispensables pour assurer la réussite de nos efforts en matière de protection de l'environnement. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des synergies positives et des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Avec seulement 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique reste pourtant l'une des régions les plus touchées par le dérèglement climatique, avec des pertes économiques estimées entre 7 et 15 milliards de dollars par an. Pour y répondre, la Banque africaine de développement consacre 64% de ses financements climatiques à l'adaptation et a lancé un guichet d'action climatique visant à mobiliser au moins 42 milliards de dollars en faveur des initiatives climatiques.
De Madagascar à la République démocratique du Congo, en passant par le Sénégal, la société civile africaine entend désormais peser davantage dans le débat public. Réforme, processus de paix, protection sociale et défense des droits, les organisations citoyennes multiplient les initiatives et revendiquent une place plus importante dans la consolidation de la démocratie sur le continent. Christian Bilobo. De plus en plus influente, la société civile africaine s'affirme comme un acteur incontournable de la gouvernance et du développement sur le continent. De Madagascar à la République démocratique du Congo, en passant par le Sénégal, les organisations citoyennes multiplient les initiatives pour faire entendre la voix des populations, promouvoir la paix et défendre une meilleure justice sociale. Une mobilisation qui témoigne d'une volonté croissante des citoyens de participer activement aux décisions qui façonnent leur avenir. À Madagascar, plusieurs organisations ont décidé d'organiser leurs propres consultations citoyennes, estimant que le mécanisme officiel de concertation ne permettait pas une participation suffisamment large. Notre objectif est d'avoir des recommandations bien réfléchies pour ne pas être prises au dépourvu. C'est une préparation à notre participation à la concertation nationale. Ainsi, quand la concertation arrivera, on aura déjà des propositions, on parlera à haute voix de nos aspirations et nos recommandations. À travers des échanges menés dans différentes régions du pays, elles entendent recueillir des préoccupations des populations et formuler des propositions sur la gouvernance, les réformes institutionnelles et le développement. Pour ces acteurs, une démocratie durable ne peut se construire sans l'implication directe des citoyens dans les processus de décision. Notre société est fortement structurée en zone rurale, zone urbaine. Et ceux qui ne peuvent pas se trouvent généralement en zone rurale ou en zone périurbaine, et c'est aussi là qu'on trouve ceux qui n'ont pas ou ceux qui n'ont pas les moyens. Travailler à ce que ces personnes puissent être prises en charge. Travailler à ce qu'il y ait l'équité sociale, l'équité territoriale. Au Sénégal, les organisations citoyennes portent quant à elles le débat sur le terrain social. Elles plaident pour une protection sociale plus inclusive, capable d'étendre la couverture des populations les plus vulnérables, notamment les travailleurs du secteur informel, les femmes et les jeunes. En République démocratique du Congo, la société civile du Bukavu se mobilise autour d'un autre défi majeur, la paix face à la persistance des violences dans le sud Kivu. Plusieurs organisations ont organisé une marche pour réclamer la protection des civils, le respect des droits humains et une participation accrue des communautés aux initiatives de paix. Au-delà de la diversité des contextes, ces initiatives traduisent une même dynamique à l'échelle du continent. À travers cette marche pacifique, nous sommes venus dire haut et fort que nous sommes attachés à la paix. Nous tenons en compte la dégradation des conditions sécuritaires, surtout au sud de notre province, qui touche les populations des hauts plateaux, notamment les Banyamulenge. Nous voulons que les mesures de sécurité soient renforcées, non seulement là-bas, mais aussi ici où nous sommes. En s'investissant dans le dialogue politique, la consolidation de la paix et le plaidoyer pour les politiques publiques plus équitables, la société civile ne se limite pas à un rôle d'observatrice. Elle s'impose progressivement comme un partenaire essentiel des pouvoirs publics, contribuant à renforcer la gouvernance démocratique, la cohésion sociale et un développement davantage centré sur les besoins citoyens. En Côte d'Ivoire, à l'approche des prochaines échéances électorales, la réforme de la gouvernance électorale s'impose dans le débat public. Un collectif réunissant 1780 organisations de la société civile vient de proposer un livre blanc pour contribuer à un système électoral plus transparent, inclusif et crédible. Rina Kwasi nous en dit plus. La réforme de la gouvernance électorale revient au cœur des débats publics en Côte d'Ivoire. 2 mois après la dissolution de la commission électorale indépendante CEI, créée en 2001, le pays réfléchit à une nouvelle architecture chargée d'organiser les scrutins. Une réforme présentée par le gouvernement comme un moyen de renforcer la confiance des citoyens et de garantir des élections plus crédibles et apaisées. Un autre point de notre livret blanc qui est important, c'est vraiment l'inclusion au niveau de la mise en place de l'organe de gestion des élections. Nous pensons qu'aujourd'hui, le fait que la CEI soit dissoute, on ne va pas le voir comme une sanction vis-à-vis de la CEI, mais comme une opportunité de s'asseoir à nouveau pour mieux faire les choses sur la base des constats qu'on aura fait de ce qui s'est passé avec les différentes échéances électorales. Dans ce contexte, un collectif de 1780 organisateurs de la société civile apporte sa contribution au débat.
Réuni à Abidjan, il a dévoilé un livre blanc pour une réforme inclusive de la gouvernance électorale, fruit d'une réflexion menée après l'observation des élections de 2025. Le document défend une gouvernance fondée sur 4 principes: indépendance, compétence, transparence et inclusivité. Il faut dire que le livret blanc comporte quelques recommandations et en plus des recommandations, nous avons fait une proposition d'architecture électorale qui, sur la base de nos observations des élections précédentes. Tout à l'heure, j'ai parlé du défi en lien avec l'éducation civique. Et pour répondre à ce défi-là, dans notre architecture, nous proposons un département qui soit en charge exclusivement d'organiser des sessions de formation, du renforcement de capacités sur tout ce qui est en lien avec l'éducation civique et l'éducation électorale également. Lors de la présidentielle de 2025, plus de 8,5 millions d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. Quelques 4,29 millions ont pris part au scrutin, soit une participation de 50,10%. Pour la société civile, ces chiffres rappellent l'importance d'un système électoral capable de renforcer la participation, la confiance des citoyens et la transparence du processus. Le collectif propose notamment un organe de gestion électorale indépendant, une révision régulière du fichier électoral et un système d'enregistrement permanent. Il recommande aussi la numérisation sécurisée des procès-verbaux et la publication des résultats détaillés par bureau de vote. Il y a énormément d'Ivoiriens qui n'étaient pas en accord avec la CEI telle qu'elle fonctionnait à l'époque. Et cela a donné lieu à, comme nous avons pu le constater en Côte d'Ivoire, au fait qu'il y ait des appels au boycott. Donc, clairement, s'il y a des partis politiques aussi grands qu'on le connaît qui appellent au boycott, c'est clair que cela a pu avoir un impact sur la participation. Et nous avons pu constater que la participation n'a pas été comme on l'aurait souhaité. Donc, il y a ces différents défis-là que nous avons pu observer sur le terrain. Parmi les principales recommandations figure un renforcement de l'éducation civique, de la lutte contre la désinformation et de la participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap. Pour les auteurs du livre blanc, ces propositions visent à nourrir les concertations en cours afin de doter la Côte d'Ivoire d'un système électoral plus transparent, plus inclusif et davantage consensuel. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. L'Union africaine veut renforcer son autonomie financière. Plusieurs États membres, dont le Burundi, l'Angola, l'Éthiopie et le Kenya, ont accru leur contribution au budget de l'organisation. La SADC et la Banque africaine de développement renforcent leur partenariat pour soutenir le financement du développement et accélérer l'intégration économique de l'Afrique australe. Et enfin, la communauté d'Afrique de l'Est accélère les réformes en vue d'une monnaie unique régionale à l'horizon 2031. Les banques centrales misent sur une meilleure convergence économique et financière. La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba le 29 juillet 2026, après 2 jours de travaux menés le 28 et 29 juillet 2026, consacrés aux réformes institutionnelles, au financement de l'organisation et à l'accélération de l'agenda 2063. Les ministres africains ont notamment salué l'engagement du Burundi à appliquer un prélèvement de 0,2%, ainsi que l'intégration de l'Angola, de l'Éthiopie et du Kenya parmi les contributeurs de niveau 1. Des décisions présentées comme des avancées vers une Union africaine plus autonome financièrement. Les travaux portent également sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, la santé à travers l'Agence autonome de santé publique de l'Union africaine et l'Agence africaine des médicaments, ainsi que sur la gouvernance et la coopération continentale. Les recommandations adoptées alimentent la prochaine réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux prévus le 4 octobre 2026 à El Alamein en Égypte. La communauté de développement de l'Afrique australe et la Banque africaine de développement veulent renforcer leur coopération pour financer les priorités de développement régional. Lors d'une rencontre à Gaborone entre Elias Madouzi, secrétaire exécutif de la SADC, et Kennedy Bekini, directeur général de la BAD pour l'Afrique australe, les deux institutions ont réaffirmé leur volonté d'accélérer l'intégration économique de la région. Au cœur des échanges, l'opérationnalisation du Fonds régional de développement, présenté comme un outil clé pour financer durablement les programmes de la SADC.
Les partenaires veulent également moderniser la gestion des frontières, renforcer les connexions maritimes, soutenir l'industrialisation et mobiliser davantage le secteur privé et les financements innovants. Les banques centrales de la communauté d'Afrique de l'Est réaffirment leur volonté d'accélérer la création d'une monnaie unique régionale d'ici 2031. Réuni à Kampala en Ouganda du 20 au 24 juillet 2026, le comité des affaires monétaires a appelé les États membres à renforcer la convergence de leur politique économique et à harmoniser leur cadre monétaire. La région affiche des indicateurs encourageants avec une croissance attendue de 5,2% en 2026 contre 4,3% pour l'Afrique subsaharienne. L'inflation moyenne a également retombé à 6,7% contre 9,6%. Malgré ces progrès, les États avancent à des rythmes différents sur les critères de convergence. Le comité veut donc accélérer les réformes, notamment l'intégration des systèmes de paiement transfrontaliers, la coordination des politiques monétaires et la coopération face au risque de cybersécurité. L'objectif, consolider l'intégration financière et créer les conditions nécessaires à une future monnaie commune est-africaine. Le Brésil veut renforcer ses liens économiques avec l'Afrique. Agriculture, énergie renouvelable, minerais stratégiques et industrialisation, plusieurs secteurs sont au cœur de cette coopération appelée à se développer. Avec des échanges bilatéraux qui ont dépassé les 34 milliards de dollars en 2024. Les deux parties misent sur des partenariats plus solides pour stimuler les investissements et soutenir un développement durable. Alors que l'Afrique poursuit son industrialisation et sa diversification économique, le Brésil se positionne comme un partenaire stratégique à travers le partage de son expertise dans les domaines de l'agriculture, les énergies renouvelables et la valorisation des ressources naturelles. La zone de libre-échange continentale africaine, qui réunit 54 pays, un marché de 1,3 milliard de personnes et un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars américains, devrait créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs brésiliens tout en renforçant la position de l'Afrique comme destination d'investissement mondial. Le Brésil considère également l'Afrique comme un partenaire clé dans les secteurs des minéraux critiques, de la production alimentaire et de l'énergie, des secteurs jugés essentiels à la croissance économique future. Nous avons devant nous une formidable opportunité pour le continent. Si l'on prend l'exemple du Brésil, on constate que, sous sa forme économique, le pays est devenu un grand producteur de denrées alimentaires et de cultures, alors qu'au cours des 40 dernières années, il était importateur. Concernant les minéraux, le Brésil développe actuellement une stratégie efficace pour valoriser les matières premières et en faire bénéficier la société. Si nous allons en Afrique, est-il possible de faire la même chose, de déployer une stratégie similaire sur le continent africain? Ma réponse est très simple, oui. Nous avons donc un fort potentiel de développement et de coopération en Afrique. L'agriculture demeure l'un des principaux piliers de cette coopération. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique possède environ 60% des terres arables non cultivées de la planète, tandis que le Brésil est devenu l'un des principaux exportateurs agricoles mondiaux grâce à ses investissements dans la technologie, la recherche et la productivité. Les chefs d'entreprise affirment qu'une collaboration accrue pourrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire, à accroître la valeur ajoutée et à renforcer les chaînes de valeur régionales. Brazil now with this moment le Brésil se trouve actuellement à un tournant décisif en matière d'interaction. Je suis convaincu que le continent africain peut trouver au Brésil une formidable opportunité de collaboration. Le Brésil peut également servir de porte d'entrée vers l'Amérique du Sud. Nous avons le Mercosur, la zone de libre-échange africaine. Cela pourrait aussi être une occasion de collaboration et je crois que nous avons entre nos mains la possibilité de transformer ces opportunités en actions concrètes au bénéfice des pays partenaires. Au-delà des investissements et du commerce, les acteurs concernés s'attachent à faire en sorte que les ressources africaines créent davantage de valeur au niveau local. La population du continent devant atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, selon les Nations Unies.
Le développement des compétences et l'autonomisation des jeunes sont considérés comme les piliers de cette industrialisation. Les ressources minérales et les matières premières critiques dont dispose chaque pays devraient profiter à sa population. L'un des aspects essentiels à prendre en compte est l'autonomisation des jeunes. Si nous impliquons la jeune génération dans le débat, si nous l'éduquons et développons ses compétences, cela peut faciliter la transformation des matières premières et des atouts en ressources bénéfiques pour le pays. Alors que l'Afrique et le Brésil continuent de renforcer leur engagement, les deux parties envisagent d'ores et déjà la mise en place d'accords à plus grande valeur ajoutée pour accroître les investissements, les transferts de technologie. L'objectif étant de faire de ces partenaires un moteur d'industrialisation, de croissance durable et de coopération sud-sud. Le 17 août 2026, les dirigeants des États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC se réuniront à Durban, en Afrique du Sud, à l'occasion du 46e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre, organisée au Centre international de conférences de Durban, aura pour thème industrialisation résiliente, durable et inclusive et grâce au développement des infrastructures, à la transformation de l'agriculture et des minéraux critiques dans la poursuite d'un monde juste. Ce rendez-vous annuel, considéré comme la plus haute instance décisionnelle de la SADC, permettra aux dirigeants régionaux d'arrêter les grandes orientations en matière d'intégration, de coopération économique et de développement. Le sommet africain des minéraux critiques se tiendra du 25 au 26 août 2026 à Gauteng, en Afrique du Sud. Créé en 2023, cet événement constitue une plateforme annuelle consacrée au dialogue, à la coopération et à l'innovation autour des ressources minérales stratégiques de l'Afrique. Il réunit des responsables gouvernementaux, des acteurs du secteur minier, des géoscientifiques, des investisseurs et des experts du développement durable afin d'examiner les opportunités liées à l'exploitation, à la transformation et à la gestion responsable des minerais indispensables à la transition énergétique mondiale, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares. Le sommet ambitionne ainsi de renforcer la position du continent dans l'approvisionnement mondial en minéraux critiques en favorisant une exploitation éthique et une transformation économique durable. Le 8 et 9 octobre 2026 se tiendra le Forum Afrique RSE et Santé Forest 2026, présenté comme le plus grand rendez-vous francophone consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, à la santé, à l'innovation et au développement durable en Afrique. Organisé par Santé et Entreprises, l'événement réunira acteurs publics et privés, entreprises, investisseurs, instituteurs, chercheurs, experts et start-up. La conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones invite ses membres et partenaires à participer à ce forum qui proposera conférences, tables rondes, ateliers, rencontres B2B et présentations de projets innovants autour de la santé, du capital humain, de la transition numérique et du développement durable. Depuis décembre 2024, il préside le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Le Malien Louis Cheikh Sissoko s'affirme progressivement comme une voix importante de la société civile africaine. Démocratie, paix, bonne gouvernance et participation citoyenne, il défend une vision dans laquelle la société civile doit jouer un rôle central dans l'intégration et le développement du continent. Pauline Minka. Élu à la présidence du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine en décembre 2024, Louis Cheikh Sissoko incarne une nouvelle génération de dirigeants de la société civile engagés dans la promotion de la démocratie, de la paix et de la participation citoyenne sur le continent africain. À la tête de cet organe consultatif de l'Union africaine, il entend renforcer le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 et la feuille de route de l'Union africaine. We are further recognized
Au fil des années, nous avons de plus en plus reconnu l'ampleur et la complexité des différentes formes de violence qui touchent le continent africain. Il est donc essentiel de reconnaître et de renforcer la participation de la société civile africaine dans la mise en œuvre de l'agenda de développement de l'Union africaine. Avant d'accéder à la présidence de l'ECOSOC, Louis Cheikh Sissoko, de nationalité malienne, a accumulé une solide expérience au sein de cette institution. Dans son discours d'investiture, il a rappelé y avoir servi pendant 6 années, dont 2 à la présidence de la Commission des affaires politiques. Cette expérience lui a permis de contribuer aux réflexions sur la gouvernance, les droits des citoyens et la consolidation de la démocratie en Afrique. Comme souligné dans l'avis, la démocratie est une volonté fortement affirmée des États africains à travers les différents textes de l'Union africaine, comme l'acte constitutif, l'agenda 2063 et j'en passe. Depuis son élection, Cheikh Sissoko renforce le dialogue entre les institutions africaines et les citoyens. Sous son impulsion, l'ECOSOC a organisé le 4e Forum des citoyens africains à Malabo, en Guinée équatoriale, en juillet 2025, réunissant plus de 300 participants, ainsi qu'un dialogue sur la paix et la sécurité, ayant rassemblé plus de 150 représentants de la société civile africaine. Je reste convaincu qu'un peuple affamé, sans eau, sans emploi, sans perspective, en insécurité et danger permanent, qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins primaires d'être humain, ne peut faire de la démocratie son premier combat. La corrélation étroite entre la paix, la sécurité, la stabilité, la croissance économique, le progrès social et la démocratie, comme mentionné, est une réalité à laquelle j'adhère pleinement. À travers ses prises de position, Louis Cheikh Sissoko s'impose progressivement comme l'une des figures de la diplomatie citoyenne africaine. Son mandat est placé sous le signe du rapprochement entre les institutions continentales et les populations, avec l'ambition de faire de la société civile un acteur incontournable de l'intégration africaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal, préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur www.africa24tv.com, sur l'application MyAfrica24 et sur toutes nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.